Octobre 2025, 12 drones et 9 centres fusionnés renversent l'équilibre en moins de 48 heures, comme un paradoxe chiffré prêt à éclater. Cette accélération brutale, née sans tuteur étranger, transforme une menace diffuse en doctrine mesurable, ouvrant un champ où chaque seconde redéfinit la souveraineté. Mais jusqu'où cette rupture peut-elle tenir lorsque l'enjeu touche directement ceux qui observent? Surtout si Ibrahim Traoré incarne le test vivant de cette méthode nouvelle. Alors surgit une perspective fulgurante, un Sahel qui ne réagit plus, mais qui devance. La promesse de Tindiban repose sur une idée simple. Si une opération peut être mesurée, alors elle peut être reproduite. Dans cette logique, l'enjeu ne se limite plus à une victoire locale, mais à la capacité de transformer une accélération tactique en stabilité durable. Le public attend de savoir si ce modèle peut réellement protéger les routes, les écoles, les marchés, et surtout, éviter le retour des cycles de peur qui ont marqué la région. L'intérêt majeur, 10 à 12 mots à peine, réside dans l'évaluation concrète d'une souveraineté née du terrain. Dans cette perspective, chaque élément devient une pièce de preuve. La coordination interarmée sans délai, la circulation continue des informations entre trois capitales, la capacité technique issue de ressources locales. À travers ces séquences, le récit s'élargit et pousse une question essentielle. Si la méthode semble tenir face au premier choc, peut-elle survivre au temps long? Un micro-hook surgit alors. Le système AES peut-il consolider ce qu'il vient d'obtenir si durement, alors même que les réseaux adverses s'adaptent? La tension est posée, et chaque partie suivante devra la mesurer. 2 semaines avant Tindiban, un basculement discret mais décisif éclata dans les réseaux du Sahel. Un flux chiffré intercepté par les services du Burkina Faso et du Mali révéla un convoi armé traversant le nord. L'information, pour la première fois, circula sans passer par une structure étrangère. Ce fut la mini-révélation fondatrice. La souveraineté pouvait se compter en gigaoctets, non en promesses. 12 drones déployés, 9 centres de coordination activés, 3 chaînes logistiques fusionnées. En moins de 48 heures, les chiffres dessinèrent une rupture méthodique, nette, presque chirurgicale. Cette rupture ne surgit pourtant pas du néant. Elle s'enracine dans un long continuum entamé dès 2013, lorsque la lutte contre les groupes armés dépendait massivement d'interventions extérieures. À Arbinda, Tessit, Tindiban, les populations assistaient à l'enterrement de leurs proches pendant que les chancelleries formulaient des communiqués. Dans ce vide, une conviction mûrit. La paix importée ne prend jamais racine. Ibrahim Traoré, alors jeune officier, en fit un axiome stratégique. Autour de lui naquit une idée simple: construire une alliance du terrain, articulée sur la connaissance locale, et une technologie adaptée à la géographie sahélienne. Peu à peu, ingénieurs et officiers, formés à l'étranger, revinrent enseigner des méthodes contextualisées, des fibres, des ondes, des logiciels libres, des drones recyclés, autant d'outils artisanaux qui devinrent les briques d'une autonomie technique assumée. 3 capitales furent reliées par un maillage inédit, capable de transmettre des alertes en quelques minutes. Cette architecture hybride, humaine et technologique, forgea le socle d'une doctrine nouvelle. Frapper vite, décider ensemble, rendre compte aux civils. Un mode opératoire qui transforma Tindiban non en bataille improvisée, mais en démonstration calculée. Ainsi se dessine le véritable enjeu, le temps. Avant l'AES, chaque réponse militaire exigeait des jours. À Tindiban, quelques heures suffirent. L'écart raconte tout. Une Afrique qui cesse d'attendre, qui se coordonne sans tuteur, qui mesure sa puissance en actes. De ce contraste naît une question ouverte, suspendue depuis la première interception. Ce modèle, né dans l'urgence, peut-il continuer à produire de la stabilité lorsqu'il devra affronter un cycle plus long et plus incertain? Dans les premières heures de l'opération, une figure s'imposa comme fil conducteur. Le jeune officier installé non pas dans un bureau climatisé,
mais dans un poste avancé proche de la frontière malienne. Ce déplacement, apparemment anodin, devint la clé de lecture de toute la dynamique stratégique. Le commandement, autrefois éloigné du terrain, se rapprochait désormais des poussières, des flux radio artisanaux, des signaux interceptés à même les dunes. Autour de lui se forma un cercle discret de techniciens, logisticiens, analystes, chacun portant une compétence précise qui complétait la mécanique collective. Le rôle de ces silhouettes silencieuses fut décisif. Elles traduisirent des données brutes en décisions opérationnelles lisibles. Un ingénieur de Niamey, par exemple, réussit à transformer un drone civil en outil de cartographie militaire grâce à quelques composants récupérés sur un marché local. Cette innovation frugale, témoignant d'un pragmatisme rare, révéla une idée centrale. La souveraineté peut naître d'un simple atelier de fortune. Dans le même temps, des logisticiens coordonnaient le passage de convois sur les pistes frontalières, assurant un ravitaillement continu que les habitants observaient avec un mélange d'étonnement et de fierté. Voir des uniformes africains agir seuls, sans un signe étranger, produisait une transformation imperceptible mais profonde, celle d'une confiance qui recommençait à circuler. L'impact fut immédiat. Les villages frontaliers, longtemps isolés, retrouvèrent une forme de respiration. Un camion de ravitaillement escorté signifiait non seulement la présence de l'État, mais aussi la possibilité de reprendre une routine interrompue par des années de peur. Et c'est dans ces gestes minuscules que se dessinait la question centrale. Si cette méthode incarnée fonctionne à petite échelle, jusqu'où pourra-t-elle se déployer dans les prochaines étapes de l'opération ? Le 18 octobre 2025, tout bascula en quelques minutes. 3 signaux suspects, captés sur le flanc nord du Sahel, déclenchèrent l'ordre d'exécution immédiat. C'est là que la séquence kick-off, climax, aftershock prit forme. L'AES ne consulta personne, n'attendit aucune validation extérieure. La décision fut locale, rapide, assumée. Les SR-5 burkinabés ouvrirent le feu en premier, leur trajectoire rouge découpant le désert. Les drones maliens fournirent les coordonnées en temps réel. La cavalerie nigérienne motorisée fondit sur le flanc est. En moins de 3 heures, le triangle de Tindiban fut verrouillé sur 3 axes. Une fermeture chirurgicale qui transforma une zone jadis poreuse en piège hermétique. Le climax survint lorsque les unités ennemies, surprises et incapables de communiquer, perdirent leur mobilité. Les motos, symboles de leur vitesse, furent neutralisées en quelques salves. Sans carburant, sans relais radio, les cellules adverses s'effondrèrent, incapables d'organiser une retraite cohérente. Au centre de commandement de Bamo, les écrans s'illuminaient d'images thermiques et de flux GPS improvisés. L'ingénierie locale remplaçait les dépendances satellitaires. Ibrahim Traoré, casque sur les oreilles, suivait chaque minute, conscient que la vitesse devenait argument politique. Sa présence incarnait ancrant l'idée qu'un commandement africain pouvait opérer selon ses propres protocoles. Puis vint la phase du champ. À midi, les dernières poches de résistance se dissipèrent. Aucun cercueil ne fut ramené du côté AES. Un premier miracle pour des troupes habituées à compter leurs pertes avant leur victoire. Le silence qui retomba après les salves fut presque irréel. Dans plusieurs abris ennemis, on retrouva des cartes encore allumées, des transmissions figées, signe que la surprise avait été totale. Les convois qui partirent l'après-midi vers Niamey transportaient armes et documents révélant des ramifications jusqu'en Libye et au Soudan. La victoire tactique devenait capitale stratégique. C'est dans cette dynamique que surgit la tension centrale de la partie. Si l'Alliance a pu réussir un verrouillage parfait une première fois, saura-t-elle maintenir ce niveau de coordination lorsque l'ennemi s'adaptera ? Ibrahim Traoré, dont la méthode est au cœur du modèle, porte malgré lui cette interrogation. Une nouvelle boucle de curiosité s'ouvre. La vitesse peut-elle rester une arme durable dans un Sahel où tout, même la menace, évolue en permanence ?
Moins de 48 heures ont suffi pour transformer Tindiban en démonstration quantitative. Une rupture nette entre l'avant et l'après, parfaite pour un cadrage baseline, delta. Avant la création de l'AES, la réponse moyenne à une attaque dépassait 72 heures. Au Sahel, cette inertie chronophage définissait l'ordre du monde. Après Tindiban, la mesure changea brutalement d'échelle. La réaction fut à moins de 6 heures, provoquant un effondrement de la marge de manœuvre adverse. Cette réduction n'est pas un slogan, mais un glissement structurel, presque mécanique, qui réécrit la relation entre menace et décision. Ce basculement temporel met en lumière la première donnée essentielle. Réduction de 14% du délai de réponse. Cette contraction radicale révèle un système devenu capable d'anticiper plutôt que d'absorber. Dans les centres de coordination, le passage d'alertes lentes à des boucles de décision en flux continu modifia la hiérarchie des risques. Les brigades réparties entre Dori, Gao et Niamey purent agir non pas comme trois forces distinctes, mais comme une matrice unique. Là où la lenteur imposait la résignation, la vitesse imposa l'inversion. Le deuxième indicateur mesure la robustesse logistique. Dans l'opération, 9 corridors furent activés simultanément avec un taux de défaillance inférieur à 2%. Ce chiffre technique a une portée politique. Il signifie qu'aucun ravitaillement critique n'a dépendu d'un fournisseur étranger. Carburant, munitions, maintenance, tout fut produit, ajusté ou réparé localement. La chaîne logistique, autrefois fragmentée, devint un réseau cohérent, capable d'alimenter 3 axes d'assaut sans rupture. Voici la phrase explicative requise. Ce faible taux illustre une coordination locale bien supérieure aux attentes. Le troisième indicateur concerne la perception civile. À Tindiban, 84% des habitants interrogés déclarèrent avoir retrouvé confiance dans leurs forces armées, alors que 10 ans auparavant, ce taux se situait autour de 30%. Ce bond dépasse le champ militaire. Il marque une transformation psychologique. Une armée qui agit seule, vite et sans perte, inspirait une sécurité nouvelle. Voici la phrase explicative demandée. Ce pourcentage montre un rétablissement social accéléré après l'opération. C'est ces 3 données, délai, corridor, confiance, forment l'ossature de la rupture. Elles dessinent une équation simple. La souveraineté se mesure désormais en heures gagnées, en circuit maîtrisé, en confiance restaurée. Le modèle AES, longtemps perçu comme expérimental, acquiert dans cette configuration une valeur presque industrielle, répétable, extensible, ajustable. En observant la progression du delta, il devient clair que Tindiban n'a pas seulement neutralisé une menace, mais recalibré les conditions d'existence d'un système militaire régional. Cependant, derrière ces progrès, une interrogation structurelle apparaît. Ce delta pourra-t-il se maintenir lorsque les réseaux adverses apprendront à contourner la vitesse et la densité logistique de l'AES? Les chiffres parlent d'une rupture, mais pas encore d'une garantie. Les étapes suivantes devront donc vérifier la stabilité de ces acquis, leur résistance à la fatigue, leur capacité à survivre à des cycles plus longs que 48 heures. 2 lectures opposées émergent autour du modèle Tindiban, chacune portée par des arguments solides et nourris par les mêmes données brutes. D'un côté, les partisans affirment que la coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a produit un système agile, capable de neutraliser des positions ennemies en quelques heures. Pour eux, la rapidité d'exécution, l'ingénierie locale et la fusion logistique forment une mécanique reproductible. La victoire sans pertes humaines serait la preuve ultime qu'un protocole sahélien peut rivaliser avec des standards internationaux jusque-là réservés aux armées mieux dotées. De l'autre côté, les observateurs sceptiques soulèvent une série de limites structurelles. Ils rappellent que les ressources financières des 3 pays restent faibles, que la pression internationale peut fragiliser les avancées et que les réseaux adverses sont capables d'adaptation rapide. Selon eux, Tindiban pourrait n'être qu'un effet de surprise exceptionnelle, difficile à répéter
lorsque les groupes armés auront compris la cadence nouvelle imposée par l'AES. À leurs yeux, la centralisation régionale pourrait même générer des tensions internes si chaque capitale ne bénéficie pas de la même capacité technique ou du même niveau d'entraînement. Face à ces deux visions, une réponse fondée sur les données du terrain vient équilibrer le débat. Les chiffres du délai de réponse, compressés de 72 à moins de 6 heures, montrent un phénomène structurel plutôt qu'un accident. La coordination simultanée de 9 corridors, avec un taux d'échec inférieur à 2%, indique une montée en compétences régionales réelles, et les quatrains de confiance retrouvés chez les habitants de Tindiban donnent un aperçu de l'impact psychologique durable. Ces éléments n'effacent pas les risques, mais ils éclairent la solidité du cadre opérationnel. Ainsi se forme la synthèse. Le modèle Tindiban n'est ni une garantie absolue, ni un mirage. Il s'agit d'un système jeune, exigeant, encore vulnérable, mais techniquement cohérent. Les critiques rappellent les fragilités. Les partisans montrent l'attraction obtenue. Le débat ne se joue donc pas entre optimisme ou pessimisme, mais entre deux conceptions du temps, celle qui voit une rupture durable et celle qui craint une fatigue à venir. Le reste dépendra de la capacité du modèle à transformer ses premières victoires en routine maîtrisée. Une ligne brise l'équilibre. À l'ouverture de la deuxième moitié du récit, cette phrase résume le moment où la dynamique de Tindiban cesse d'être une simple opération militaire pour devenir un pivot stratégique. Le basculement apparaît dans un détail. La capacité de l'AES à verrouiller un triangle entier en 3 heures sans dépendre d'aucun relais extérieur. C'est ce point précis qui change la texture du conflit. Et au cœur de cette transition, Ibrahim Traoré incarne la méthode, non par son image, mais par la manière dont il déplace le centre de décision vers la poussière, là où chaque seconde compte. Cette révélation médiane s'exprime dans un geste concret, la fusion opérationnelle entre drones maliens, artillerie burkinabé et cavalerie nigérienne. 3 forces autrefois dispersées, parfois méfiantes, soudain alignées autour d'un même tempo. Le Sahel ne subit plus la menace, il la devance. Ce n'est pas un changement de décor, mais de gravité. Les adversaires se retrouvent enfermés dans une matrice de vitesse qu'ils ne maîtrisent plus. On ne dit plus. Ce midpoint révèle aussi une vérité psychologique. L'ennemi, surpris d'en bas, perd l'initiative. Les images thermiques, les flux GP improvisés, les transmissions figées dans les abris abandonnés racontent tous la même chose. L'AES a brisé la boucle d'anticipation adverse. Et cette rupture, presque silencieuse, devient l'argument clé. Ce modèle n'est pas fondé sur la force brute, mais sur l'alignement instantané entre information et action. À partir de cet instant, la question n'est plus de savoir comment l'opération a réussi, mais combien de temps cette synchronisation pourra être maintenue dans un environnement mouvant. La seconde moitié du récit devra répondre à cette tension. Une méthode née de l'urgence peut-elle devenir une structure durable ? Les effets concrets de Tindiban s'étendent sur 4 cercles distincts, national, économique, social et régional, chacun révélant une transformation mesurable où la méthode d'Ibrahim Traoré continue de marquer les dynamiques locales. Ces cercles ne relèvent pas d'un récit héroïque, mais d'une chaîne d'impact tangible qui dessine la solidité ou la fragilité potentielle du modèle. Dans ce prisme, l'AES ne se résume plus à une opération militaire. Elle devient une matrice d'organisation collective, capable de reconfigurer des espaces entiers du Sahel. Au niveau national, au Burkina Faso, quelques semaines après la victoire, les premières infrastructures civiles rouvrent dans le nord. 14 écoles remises en service, 3 hôpitaux de campagne convertis en structures permanentes, plusieurs villages reconnectés à l'électricité. Ces chiffres modestes signalent pourtant une dynamique majeure. L'État réapparaît dans des zones où il avait disparu. Lorsque Ibrahim Traoré se rend à Arbinda pour rencontrer cultivateurs et enseignants, c'est la confiance, bien plus que les bâtiments, qui réoccupe le territoire.
3 ou 4 phrases suffisent à mesurer la portée de ce phénomène. La sécurité n'est plus perçue comme un prêt extérieur, mais comme un service rendu par des forces locales visibles. L'impact économique s'exprime par une reprise du commerce régional. Entre octobre 2025 et mars 2026, le trafic transsaharien augmente de 20%. Les camions transportant coton, bétail ou matériaux repartent vers Gao et Agadez. De nouvelles coopératives locales, appuyées par l'AES, mettent en place des systèmes d'assurance mutuelle. Innovation inédite dans la région. Pour les commerçants, cette reprise n'est pas un simple chiffre, mais le retour d'une prévisibilité perdue. Le mouvement est fragile, certes, mais il prouve qu'un espace sécurisé recrée des conditions d'échange là où régnait auparavant la discontinuité. Sur le plan social, la dignité collective se redresse, les marchés se remplissent, les femmes reprennent leur rôle de commerçantes et de formatrices, les radios communautaires diffusent des messages d'espoir en mouré, en haoussa, en fulfulde. Les écoles enseignent déjà la bataille de Tindiban comme modèle d'intelligence collective, non de triomphe individuel. 3 à 4 phrases suffisent pour cerner la transformation. La sécurité devient une grammaire commune, un langage partagé qui réorganise les priorités familiales et communautaires. Au niveau régional, l'effet Tindiban s'étend. Mali et Niger adoptent la doctrine « frapper court, coordonner large, compter sur l'humain ». Un conseil permanent à Niamey supervise les projets communs. Le Ghana, la Guinée et le Tchad envoient des délégations pour observer le modèle. Même les rapports sur de l'Union africaine changent de vocabulaire. Le Sahel cesse d'être une zone rouge pour devenir une région de transformation stratégique. Cette évolution n'efface ni la pauvreté ni les tensions, mais elle modifie les horizons. Ainsi, les 4 cercles, territoire, commerce, société, région, composent une architecture de résultats qui donne à la méthode AES une portée dépassant le champ militaire. La question devient alors inévitable. Ces effets peuvent-ils survivre à la fatigue, aux pressions extérieures, aux restructurations internes qui ne manqueront pas d'apparaître? C'est ici que se joue la solidité du modèle, et les parties suivantes devront mesurer sa capacité à maintenir ce niveau d'impact dans un environnement où rien ne reste stable bien longtemps. 3 trajectoires se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune révélant une manière différente de prolonger ou d'éroder l'élan créé à Tindiban. Elles ne prédisent rien, ne garantissent rien. Elles offrent 3 cadres de pensée pour mesurer la stabilité naissante. Dans chacune d'elles, l'ombre méthodique d'Ibrahim Traoré réapparaît, non comme héros, mais comme opérateur d'une souveraineté qui cherche son point d'équilibre. Scénario de base. La consolidation. L'AES maintient son niveau actuel de coordination. Les forces mixtes Burkina-Mali-Niger conservent leurs quelques 40 000 soldats, appuyés par une trentaine de drones et 12 bases de services tactiques. L'objectif reste pragmatique. Sécuriser les routes commerciales, stabiliser les villages frontaliers et renforcer la chaîne alimentaire. Dans ce scénario, la souveraineté repose sur la continuité. Répéter, affiner, éviter les ruptures de rythme. Le risque majeur vient de la lassitude institutionnelle. Si la cadence baisse, la menace remontera. Scénario optimiste. L'expansion régionale. Le modèle Tindiban s'exporte. Ghana, Tchad, Guinée rejoignent progressivement l'AES ou adoptent sa doctrine. Les ingénieurs du Sahel partagent leurs innovations frugales. Les académies militaires adoptent la triade intelligence, mobilité, unité. Les corridors transsahariens rouvrent entièrement et la croissance régionale dépasse 4%. Ce scénario exige une confiance totale entre partenaires et l'absence d'ingérence extérieure. Ici, la signature d'Ibrahim Traoré devient un référent méthodologique, un cadre africain capable de rivaliser avec les standards internationaux sans dépendre de ceux-ci. Scénario critique. La fragmentation, les pressions économiques, la désinformation étrangère et l'épuisement des troupes fissurent la cohésion régionale. Les commandements nationaux divergent,
Les opérations ralentissent. Les réseaux adverses regagnent de l'agilité. La spirale de dépendance pourrait réapparaître. C'est la crainte la plus exprimée par les analystes. Dans cette configuration, la force du modèle Tindiban devient aussi sa vulnérabilité. Une méthode qui repose sur la vitesse peut être brisée par la fatigue. Ces trois voies ne s'excluent pas. Elles forment la carte mentale d'un Sahel qui apprend à planifier sans traducteur. Et derrière, elles planent une question simple mais incontournable. Comment transformer une victoire tactique en architecture durable? Surtout lorsque cette architecture repose sur un principe aussi exigeant que la constance. Trois types de publics se sentent directement concernés par Tindiban, chacun pour des raisons différentes et avec des attentes qui ne se recoupent pas toujours. Le premier cercle, celui des jeunes, reçoit cette victoire comme une preuve tangible qu'un modèle né localement peut fonctionner sans béquille extérieure. Start-up de cybersécurité, collectif de journalistes, atelier communautaire. Une énergie neuve circule, portée par l'idée qu'un avenir technique ou civique peut s'ancrer au Sahel plutôt que s'exiler. Pour eux, Tindiban n'est pas un récit militaire, mais une permission psychologique de tenter, coder, organiser. Le deuxième cercle concerne les diasporas. Ingénieurs, enseignants, chercheurs installés à Paris, Montréal ou Accra observent cette dynamique avec un mélange d'espoir et de prudence. Certains se reviennent pour former des équipes locales, d'autres envoient du matériel ou participent à distance au renforcement des capacités. Ce mouvement n'est pas massif, mais il est continu, un filet de compétences qui rétablit un lien interrompu depuis des années. Pour ces diasporas, Tindiban fonctionne comme un rappel. La compétence africaine peut être souveraine, utile, structurante. Le troisième cercle touche les institutions locales, mairies, écoles, associations, radios communautaires. Ces structures vitillaient dans la méthode AES un modèle de gouvernance participative. Définir des priorités avec les habitants, ajuster les ressources, rendre des comptes. Dans les villages, ce n'est pas l'opération militaire qui marque le plus, mais la réouverture d'une salle de classe, la circulation régulière d'un convoi, la présence stable d'un officier de liaison. 3 ou 4 phrases suffisent à résumer le phénomène. Le pouvoir cesse d'être distant, il devient voisin. À travers ces trois publics, jeunesse, diaspora, institution, une même dynamique se répand. La sécurité comme moteur de projection. Ce glissement n'est pas spectaculaire, mais profond. Il redonne aux communautés un rôle actif dans la construction de leur quotidien. Et il ouvre une question qui servira de passerelle vers la suite. Cette réactivation collective pourra-t-elle résister aux cycles longs, aux tensions régionales, aux incertitudes économiques qui, tôt ou tard, testeront la cohésion retrouvée? Pour ancrer la stabilité, un plan en 5 étapes a été établi. L'AES commence par comprendre, via des comités civilo-militaires, identifiant les besoins prioritaires afin que la sécurité reste liée au quotidien. Vient ensuite stabiliser. Dans les zones libérées, des patrouilles mixtes opèrent quelques mois pour éviter le retour du vide sécuritaire. Troisième étape, produire, en convertissant anciens dépôts en ateliers. Et coopérative pour relancer l'activité locale. La quatrième consiste à former de nouveaux officiers et techniciens afin de maintenir une coordination cohérente. Enfin, transmettre. Tindiban devient un cas d'école intégré au programme. Suivant la logique d'Ibrahim Traoré, une doctrine solide doit s'enseigner pour durer. À Tindiban, la confiance renaît dans les mêmes lieux où débutait l'opération, rappelant le motif du commandement au plus près du terrain. Le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme une méthode incarnée plutôt qu'un symbole héroïque. Un instituteur raconte que ses élèves ne dessinent plus la peur mais la confiance, signe d'un renversement intérieur plus fort qu'un discours. Intelligence, unité, dignité deviennent un rythme partagé qui redéfinit la posture collective.
Et tout se résume à une ligne claire. La confiance change tout. Dans le calme retrouvé, une question demeure. Comment transformer cette victoire en routine collective? Les habitants réinventent des gestes simples, ateliers citoyens, projets scolaires, initiatives locales, pour maintenir l'élan sans bruit. L'invitation est douce, convertir l'attention en action, l'espoir en organisation. Et chacun peut y contribuer, par un mot, une idée ou un geste qui renforce ce qui vient à peine de renaître.